On parlait de la communication projective persécutive, je voudrais encore compléter ça. C'est un aspect qui m'a beaucoup intéressé parce que c'est là que l'individuel et le social se connectent. Et bon, aujourd'hui, c'est devenu banal. À l'époque, ce ne l'était pas. C'est que les catégories causales, étiologiques que j'ai isolées comme principe de classement des troubles mentaux, entre autres au Sénégal, ces mêmes catégories servent à 36 autres choses encore. C'est-à-dire qu'on peut, on peut imputer à la magie ou à la sorcellerie ou aux esprits ancestraux aussi bien des troubles psychiques que, par exemple, l'échec scolaire de mon cousin ou les désastres agricoles de cette année. Toutes sortes de mots peuvent être concaténés, liés ensemble par ce genre d'interprétation. Et c'est ce qui fait l'efficacité de ce processus de communication persécutive, puisque plusieurs choses qui préoccupent le groupe sont réunies au moyen de ces interprétations qui ne consistent jamais à dire moi, je déteste ma coépouse, ou moi, je me sens délaissé par mes petits-enfants, mais c'est un métalangage qui se sert de l'instance en question, de l'instance persécutive ou invisible en question, pour s'exprimer indirectement. Et confier aux guérisseurs ou aux magiciens le soin de s'en occuper. Alors, par ce processus, le vécu individuel, ce que nous appelons le vécu individuel, est connecté au social, à la vie à la vie du groupe et à l'histoire du groupe, ça on va encore y revenir, et à la limite, ce dont s'occupent des spécialistes de l'anthropologie politique, c'est-à-dire les processus de domination. Juste un exemple de ce genre, il y a d'innombrables études africanistes et autres sur les processus de sorcellerie. Comment est-ce qu'une accusation de sorcellerie peut aboutir à la fission du groupe? Comment Marwick, il y a plusieurs monographies, même anglaises, sur cette question. Turner, il s'en est occupé aussi, c'est un peu plus compliqué que ça. Et eh bien, ces processus de fission lignagère, de séparation de deux camps qui forment un groupe, très très souvent sont l'aboutissement d'interprétations de troubles, d'individus comme Libas ou d'autres. Ça commence, c'est effet papillon. Du coup, on aboutit au fil du processus, on aboutit à la modification de la texture relationnelle du groupe et à la modification même résidentielle du groupe. Les deux groupes se séparent et un des groupes, un des camps, par exemple, s'installe sur une terre plus loin parce qu'ils ne pouvaient plus se supporter ensemble. Ça, ce sont des classiques de l'africanisme. Alors, deux, trois choses encore sur ce paradigme persécutif ou modèle persécutif. Il y a en psychiatrie, ça a plusieurs corrélats importants. C'est-à-dire que
nous avons constaté assez rapidement qu'au Sénégal, c'était pas comme en Europe, que la raison, qu'on en dit entre guillemets, la raison de l'entourage serait opposée au délire du malade. Ces notions sont beaucoup plus compliquées que ça. Et il a fallu, j'ai écrit avec les psychiatres de FAD, en particulier avec Colomb, plusieurs articles sur la manière dont on devait et dont on pouvait redéfinir les notions de délire et d'hallucination. Hallucination, ce n'est vraiment pas évident que dans une société où une société musulmane où les voix sans émetteur, les visions sont monnaie courante, c'est-à-dire des réalités normales peut-être pas de la vie quotidienne, mais disons de la vie hebdomadaire. Comment est-ce qu'on distingue ce qui relève d'un délire et ce qui relève d'une vision musulmane normale, et pas seulement musulmane d'ailleurs. De même, comment est-ce que on a fait plusieurs études de cas médico-légales, des histoires d'accusation de sorcellerie. Est-ce que le bonhomme qui a tué sa voisine avec une accusation de sorcellerie à la clé, est-ce qu'il délirait quand il pensait que c'était une sorcière ou alors il agissait en fonction, d'une certaine manière, en fonction des normes de son groupe. Là, c'était tout un ensemble de problèmes que nous avons abordés. Alors, dans ce travail qui a constitué après ma thèse, dans ce long travail de premier terrain, et ce qui caractérisait l'originalité de notre démarche à Dakar, à mon avis, c'était une articulation très étroite de l'ethnographie et de la clinique. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail de cette affaire parce que vous avez formé un groupe sur plusieurs années, mais il n'y avait pratiquement pas de matériel, études de cas ou résultats d'enquête ethnographique qui n'aient pas été soumis un peu au contrôle de l'autre camp. C'est-à-dire, bon, moi, au sujet de l'enfant de Nidkouban, je vais présenter un peu un exemple de ce genre d'articulation ethnographique clinique qui n'a jamais, peut-être exagéré, n'a jamais eu lieu depuis, mais en tout cas à cette échelle-là, je ne pense pas. Je veux dire dans les différentes tentatives d'anthropologie des troubles mentaux. Ça s'est passé à Dakar. Il y a énormément de groupes de psychiatrie transculturelle, y compris Canada était très fort dans ce domaine-là. Mais ce type de méthode, pour la bonne raison que généralement les gens ne sont pas sur place en Afrique, en Amérique latine ou ailleurs, ça s'est fait, mais peut-être pas comme à Dakar à l'époque, et juste pendant une dizaine d'années à Dakar aussi. Alors, et dans tout ça, qu'est-ce qui a fait, selon moi, l'unité je parle d'une enquête énorme où
où je suis vraiment entré dans les détails. Alors, comment est-ce que j'ai analysé la raison d'être de ce système d'interprétation que j'ai étudié? J'ai constaté que les 4 registres, les 4 niveaux d'interprétation persécutive que j'ai étudiés, esprits ancestraux, magie, sorcellerie, anthropophagie et djinn, ils se connectaient de deux façons. C'est-à-dire que, d'une part, 2 registres d'interprétation désignaient des actions abruptes ou aiguës. C'était le cas des djinns et c'était le cas de la sorcellerie. Les 2 autres, des actions persécutives, progressives ou chroniques. C'était le cas des esprits ancestraux et de la magie, ce qu'on appelle le liguey. Une magie, ça travaille, on met en marche la machine et puis ça vous travaille jour et nuit, comme le type que l'on fait marcher avec, en attachant un oiseau, ça se fait au moyen de... Ça s'appelle aussi nautal, faire voler l'individu, faire voyager l'individu. Donc, deuxième critère, c'est ou bien l'action persécutive a lieu à l'intérieur de l'espace du corps, ce qui est le cas de la possession et de la sorcellerie aussi, puisque le sorcier enlève le principe vital qui est localisé dans le foie et qu'il faut ensuite remonter dans son corps, ou alors l'action persécutive provient du dehors. C'est le cas de la magie. L'appareil magique que le marabout, le magicien installé, c'est placé quelque part et ça influence continuellement un individu qui est de l'extérieur. Ou alors les djinns. Les djinns, c'est également, l'action persécutive des djinns, c'est très bien désigné par le mot wolof diommi. Diommi, c'est une sorte de sidération visuelle en apercevant la forme monstrueuse du djinn ou du seitané, en wolof on dit seitané chitan par ailleurs, c'est-à-dire de mauvais djinns, au crépuscule, dans la brousse ou sur la route ou à côté d'un tas d'ordures. C'est quelque chose, c'est une sidération visuelle qui provient de l'extérieur. Et alors, la combinaison de ces 2 facteurs, temporel et spatial, permet de classer les 4 interprétations dans une sorte de carré structuraliste, comme pas possible, qui explique la logique interne de l'ensemble. C'est ce qui fait la conclusion de ma thèse. J'admets a posteriori maintenant que c'était un peu structuraliste, forcément, mais on était à l'époque de structuraliste, mais ça permettait de donner une vision claire de tout ça et argumenter avec beaucoup de détails. Je parlais tout à l'heure de la conjonction de l'ethnographie et de la clinique à Dakar. Ben, par exemple, pour parler de la sorcellerie, j'utilisais à la fois les propos des guérisseurs et des paysans, la manière dont ils racontent une attaque de sorcellerie avec beaucoup de détails, des mots wolof et tout. Et puis d'autre part, ce que les cliniciens à Fann, à l'hôpital, ont constaté. Par exemple, la sensation de mort imminente qui caractérise généralement une attaque de sorcellerie, ou alors
l'oppression de type asthmatique que d'autres malades déplorent quand ils parlent d'attaques de sorcellerie. Et tout cela a été mis chaque fois au cours des réunions à l'hôpital. Nous avons beaucoup travaillé ensemble. Tout ça, chaque fois, a été mis ensemble et il y avait un contrôle réciproque de l'ethnographie et de la clinique. Et c'est ça que je considère comme le grand apport de cette école. J'ai déjà parlé du passage de l'expérience individuelle au processus social. C'était un des thèmes qui m'a occupé pendant assez longtemps, c'est-à-dire ce que j'ai appelé dans un de mes articles les usages sociaux de la maladie. Et ça me paraissait bon, un thème important. Alors, finalement, qu'est-ce qui distingue les interprétations magico-religieuses africaines du délire de persécution du paranoïaque occidental, par exemple? À mon avis, deux choses au moins. C'est que le dispositif étiologique de leur milieu offre, voire impose à leurs partenaires sociaux des supports collectifs et organisés, collectivement investis et légitimes de l'interprétation persécutive de leurs mots, ce qui n'est pas le cas, vraiment pas le cas chez nous. Et comme parmi tous ces mots qui sont interprétables au moyen des mêmes schèmes étiologiques, la maladie n'est pas autonomisée par rapport aux autres, une autre forme de malheur. Ce genre d'interprétation, moi je dirais tout simplement que ça dit quelque chose à chacun, à chaque individu, puisqu'ils ne sont pas séparés des autres. Mon trouble est en quelque sorte conjugable avec les malheurs des autres. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il mobilise mes partenaires sociaux parce qu'ils projettent sur ces mêmes supports étiologiques, sur ces mêmes interprétations, leurs propres affects, confèrent la mère de Libas avec sa haine de sa coépouse, etc. Bref, les gens d'un groupe ont des foyers communs de persécution. Alors, donc c'est cela qui me semble un des ressorts les plus subtils des arts de guérison africains. Elle est fondée sur une circulation de messages projectifs dans le groupe. Et on a constaté que les guérisseurs, ils ne s'avouent impuissants que si l'entourage ne prend pas ces messages-là, c'est que si ça ne circule pas, là, ils disent non merci, je ne continue pas. Ou alors si le malade lui-même n'est plus capable de comprendre les messages projectifs de son entourage. À l'hôpital, on a collaboré avec les guérisseurs. Et je me souviens d'un cas, d'un certain, je crois qu'il s'appelait Omar, un type qui était hospitalisé à l'hôpital, et le cas était assez drôle, pas pour lui, mais pour l'extérieur, parce qu'il était bloqué par, disait-il, par deux rabbes. L'un qui était là, qui ne pouvait plus manger, déglutition bloquée, et l'autre à l'anus, il ne pouvait pas donc déféquer. C'était un peu compliqué. Et alors, bon, les psychiatres ne sont pas des dieux, hein, ils ne savaient pas trop quoi faire dans ce cas-là. Et du coup, on a envisagé, comme ça se faisait, de ne pas nous opposer si la famille demandait à ce qu'il soit soumis à un NDEP, enfin un rituel thérapeutique traditionnel. Et
il a été peut-être un peu poussé vers cette possibilité de solution. Le fait est que on a organisé le rituel dont je vais parler tout à l'heure, mais ça ne marchait absolument pas. Parce que sa famille maternelle, il y avait comme c'est souvent le cas dans des familles sénégalaises, côté paternel, on est des musulmans orthodoxes, côté maternel, on ne l'est pas, on est plutôt traditionnaliste, et comme disent les musulmans, c'est infidèle ou païen, tout ça. Et c'était un peu le cas dans la famille d'Omar aussi. Et du coup, le rituel était complètement sinistre et finalement inutile. Tout cela, c'est pour dire que c'est un processus subtil dont je parle, où le psychiatre n'a pas grand intérêt à se mêler. Ça, c'est toutes nos discussions en ethnopsychiatrie ou en psychiatrie transculturelle, dans jusqu'à quelle mesure il faut intervenir, s'arrêter, etc. Et je connais des groupes d'ethnopsychiatrie, tous ceux qui ont été dans ce domaine-là le savent, que dans certains groupes, on a même essayé de suggérer des interprétations persécutives, voire faire de la divination, même à Paris. Et moi, je trouve ça absolument inopérant et nuisible, parce qu'il n'y a pas... L'essentiel des thérapies africaines, c'est la connexion entre le malade et son milieu. Si le milieu n'est pas là, ou n'est pas le même, parce que les migrants ont aussi leur milieu, mais c'est vraiment pas le même que la famille et les alliés du Sénégal, à ce moment-là, c'est pas la peine de jouer à l'apprenti sorcier avec ce genre de choses, parce que ça, je vais en parler, ça peut se retourner terriblement contre l'individu aussi. Autant il y a des avantages du côté passage de l'individuel au social, autant ça peut se retourner contre l'individu et devenir mortifère.